Frédéric Puners-Saavedra, je suis maître de conférence en sciences du langage et à l'intérieur des sciences du langage, je me situe en analyse du discours et en textométrie. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé sur les problématiques du signalement des enfants en danger. Donc ce sont des écrits qui sont rédigés par les travailleurs sociaux qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance. Et puis actuellement, je travaille sur une autre problématique qui est celle du discours sur la pédophilie. Donc j'assiste à des groupes de parole qui réunissent à la fois des auteurs d'actes de pédophilie, des gens qui ont des pulsions de pédophilie et des victimes de pédophilie. Et ce qui m'intéresse en tant que linguiste, c'est d'essayer de faire émerger des matrices de discours et d'essayer de voir comment est-ce qu'on exprime l'indicible. Je suis convaincu que les sciences du langage ont une très grande légitimité puisque à travers le discours de la pédophilie, il y a tout un travail de prévention qui peut être fait. Et moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien entre la linguistique et l'usage social. Ce soir, la conférence va parler du travail qui porte sur les écrits de signalement. C'est un travail qui va être fait, enfin qui a été fait à partir de jeunesse de brouillon. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, ce que je vais présenter ce soir, c'est tout un travail méthodologique qui porte sur l'écriture du post-it. Merci de rappeler tel numéro jusqu'à l'écriture du dossier de signalement. Comment est-ce que on est arrivé à écrire finalement toutes les phases du rapport de signalement. La conférence que je vais faire ce soir, je pense que c'est un très bon exemple d'une collaboration entre le milieu universitaire et puis les collectivités territoriales, puisqu'on reproche très souvent à l'université de ne parler que pour elle-même. Or là, on a une collaboration sur 8 à 9 ans entre les services de l'aide sociale à l'enfance et l'université. Merci Christophe de m'avoir invité. Alors, je vais vous faire une présentation aujourd'hui des travaux que je mène depuis pas mal d'années. Et donc, je l'ai intitulé « Rencontre entre la linguistique et les écrits professionnels, la question du signalement des enfants en danger ». Alors, je vais aborder un certain nombre de points auxquels je souhaite apporter évidemment une réponse aujourd'hui. Donc, je présenterai très rapidement les sciences du langage. Je dirai ensuite pourquoi est-ce qu'il est utile de se centrer sur les écrits professionnels, qui a commencé à travailler sur les écrits professionnels dans le domaine de la linguistique. J'évoquerai ensuite la genèse et la collaboration de ce travail avec les ASE, les aides sociales à l'enfance. J'aborderai ensuite vraiment la question du signalement, et puis les objectifs des recherches et des projets successifs. Je ferai un retour en fin d'intervention sur l'usage de la linguistique et sur le rôle que peut avoir la linguistique dans notre vie ordinaire, parce qu'elle est présente et elle peut être très utile. Et je terminerai par des éléments bibliographiques si ça vous intéresse. Voilà, donc je peux faire une présentation, mais vous pouvez aussi m'interrompre si vous avez des questions. Ça ne pose absolument aucun problème. Alors, rapidement, donc, les sciences du langage qu'étudient-elles elles étudient les phénomènes de syntaxe, les phénomènes de lexique, la morphologie, la phonétique. Donc, on voit que c'est un domaine très vaste. Elle évoque également la sémiotique, la didactique des langues, l'histoire des langues, le français langue étrangère et puis le traitement automatique des langues. Donc, voilà un petit peu le spectre à l'intérieur duquel se situent les sciences du langage. Donc on voit que c'est quelque chose finalement d'assez large et donc évidemment vous devez bien vous en douter, il y a des chapelles à l'intérieur de ce champ-là. Alors ça débouche assez naturellement sur des domaines scientifiques et il est vrai qu'on peut ne pas parler la même langue selon que l'on appartient à la sociolinguistique, à l'analyse du discours ou que l'on considère comme formaliste. On peut ne pas parler la même langue, donc vous voyez qu'à l'intérieur des sciences du langage, parfois il est même difficile de se comprendre. Donc alors on a la sociolinguistique clairement qui essaie de mettre en évidence la relation de l'espace, du contexte avec
la langue, l'analyse du discours, qui est une dimension interprétative grâce à des théories linguistiques, qui a pour but évidemment d'interpréter des marques langagières, les formalistes, donc là on est véritablement sur de la syntaxe et sur de la lexico, les psycholinguistes qui essaient de travailler sur la manière dont le cerveau fonctionne pour essayer d'apprendre une langue, et puis la didactique, au sens large, finalement, la didactique des langues. Alors, finalement, ça débouche assez naturellement sur quel type de métier, que fait-on lorsque l'on rentre à l'université en L1 de sciences du langage. Il y a finalement 4 grands champs. Il y a les métiers de l'orthophonie. Il y a les métiers de l'enseignement, notamment le concours PE. De nombreux étudiants suivent le parcours de sciences du langage pour passer ensuite le concours du master PE. Pardon. Il y a la recherche fondamentale à l'université et au CNRS. Et puis, il y a les métiers de la com et de la pub. Voilà un petit peu finalement le tableau des sciences du langage. Alors, les écrits professionnels. On les doit à Josiane Boutet, qui est une sociolinguiste de Paris 7, qui a essayé de consacrer, qui a consacré une grande partie de ses travaux à la vie verbale au travail. Autrement dit, comment est-ce que la langue est le reflet de l'organisation du travail, comment est-ce que les transformations de l'organisation transpirent dans la langue. Alors ça, c'est intéressant parce que derrière l'organisation du travail, il y a bien sûr des catégorisations, et en fonction des catégorisations, il y a bien sûr des visions du monde. Donc ça, c'est très important parce que il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment dans la perspective de Josiane Boutet qu'on se situe, même si elle est sociolinguiste et que nous revendiquons comme analystes de discours. Alors, l'analyste de discours, donc c'est le positionnement que je tiens ce soir, va essayer de faire émerger à la fois des invariants, des routines de langage qui vont être interprétées à l'aune de théories linguistiques pour essayer de comprendre notre société. Alors là, évidemment, quand je dis notre société dans le cas actuel, c'est d'étudier les catégories qui sont mobilisées par les travailleurs sociaux. Alors, comment j'en suis arrivé assez naturellement finalement à travailler avec les travailleurs sociaux? Eh bien, c'est finalement le résultat du hasard. Le hasard des rencontres font que les projets de recherche naissent parfois autour d'une coupe de champagne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je faisais une présentation sur un écrit professionnel à un colloque et puis une chef de service d'une aide sociale à l'enfance est venue me voir pour me dire voilà, ce que vous faites m'intéresse. Je suis chef de service dans une ASE à Paris et en fait j'aimerais que vous ayez un regard surplombant sur les écrits de mes équipes. Autrement dit, c'est déjà quelqu'un qui avait pensé à la langue, qui avait pensé la langue comme quelque chose d'important et comme quelque chose de structurant. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une observation des pratiques d'écriture d'un service social. Alors bien sûr, les travailleurs sociaux sont tout à fait d'accord. C'était, je pense, une culture de je dirais pas d'entreprise, mais de service, puisqu'on est sur un service public, on est sur le conseil. C'était sur le conseil général, donc on est vraiment sur un esprit de service. Voilà, donc à cela, je dis écoutez, oui, enfin donc ça m'intéresse évidemment. Vous imaginez un projet comme ça, un projet de collaboration qui vous tombe du ciel comme ça, c'est inespéré. Donc je dis écoutez, oui, donc j'en parle à mes équipes. Donc à l'époque, j'étais doctorant. Et donc j'en parle aux collègues pour voir le nombre de personnes qu'on pouvait mettre sur le projet et puis on se recontacte. Bon, donc voilà, j'ai réuni 5 personnes autour de moi et donc nous on avait pour but finalement de porter un regard extérieur sur les écrits des travailleurs sociaux. En contrepartie de quoi, ils nous ouvraient les portes de toutes les ASE du 75 et du 92. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que je vous assure que pour rentrer dans un milieu professionnel, ce n'est pas facile, même avec l'étiquette d'universitaire. Évidemment, c'est plus facile que quand on est masterand, mais voilà, il y a des blocages, administratifs. Ça veut dire aussi que les travailleurs sociaux ont accepté qu'il y ait un regard extérieur sur leurs propres écrits. Donc on ne se présentait pas comme
linguiste qui allait corriger les fautes d'orthographe, hein, parce que c'était pas notre job. On s'est vraiment présenté comme des analystes du discours, hein, c'est-à-dire des gens qui allaient travailler sur les écrits, hein, sur les récurrences des écrits des travailleurs sociaux. Donc finalement, très très vite, il y a eu un lien de confiance qui s'est créé, et donc notre collaboration a duré pendant 9 mois. Donc, 9 ans, pardon. Donc, ce qui est quand même très important. Donc, finalement, toutes les ASE du 75 et du 92 nous ont été ouvertes. Hein. Donc là, je dois dire que c'est une chance inespérée. Bon, alors, c'est quoi un signalement? Alors, un signalement, c'est donc un rapport, hein, qui est écrit, qui relève d'un dispositif institutionnel qui est régi par la loi, et qui a pour but, évidemment, de protéger l'enfant dont on pense, hein, qu'il est en danger. Donc de protéger, évidemment, le mineur. Il y a donc une visée pragmatique qui est évidente, hein, qui consiste à évaluer une situation d'un mineur dont on pense qu'elle est en danger, à la demande d'une autorité administrative, donc le conseil territorial, ou judiciaire, qui est le juge pour enfants. Donc, le signalement devient signalement à partir du moment où l'information signalante, c'est-à-dire finalement le premier écrit, qui est rédigé par le directeur de l'école, par le principal, par le proviseur, par un médecin. Eh bien, à partir du moment où il est envoyé au président du conseil général et que lequel diligente une enquête, eh bien, à partir de ce moment-là, évidemment, l'information signalante devient un signalement. D'accord ? Donc c'est très important parce que c'est ce passage-là et c'est à partir de ce moment-là que nous, on va travailler. On va travailler sur les dossiers de et donc l'évaluation de la sphère, elle va passer tout d'un coup de la sphère privée à la sphère finalement publique, enfin, ou du moins, hein, elle va être entre les professionnels de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'il y aura un travailleur social, il y aura des assistants social, il y aura éventuellement des médecins, il y aura voilà, tout un corps, hein, qui va entourer le mineur. Donc là, on voit bien que derrière, il peut y avoir une certaine réticence, puisque la machine est en marche. Alors, voilà, Alors, je vous ai fait une copie, donc j'ai fait quatre tirages que vous pouvez, faire passer. Voilà, donc c'est un rapport de signalement. Alors bien sûr, hein, voilà, j'en ai fait 4 que vous pouvez. Voilà. Alors bien sûr, tout est anonymé. Alors il y a une diagonale, hein, sur laquelle j'ai mis document de travail, bien sûr. Alors. On a ici un document qui est finalement assez vaste. Hein. On est sur un document qui fait, celui-là fait une vingtaine de pages. Un document très très rubriqué. Il y a le motif de l'enquête, la composition familiale, les conditions matérielles de vie, le budget, les éléments de l'histoire familiale, le déroulement de la mesure, les entretiens avec la famille, les entretiens avec le psy, le médecin, les éléments recueillis à l'extérieur. Et puis finalement, il y a les perspectives, c'est-à-dire les préconisations, hein, du travailleur social en vue, hein, d'aider le juge à prendre sa décision, puisque ce qui est important, c'est que le travailleur social rédige un dossier à partir duquel le juge pourra prendre une décision. Alors, de quelle décision s'agit-il ? Finalement, il y a à peu près 3 cas de figure. Il y a le rappel, il y a ce qu'on appelle une mesure d'AEMO, c'est-à-dire une aide éducative en milieu ouvert, ou il y a finalement la suppression de l'enfant dans la famille parce qu'on considère qu'il y a un danger. Donc, en fonction de la thèse que veut défendre le travailleur social, eh bien, il y aura une argumentation, bien sûr, qui s'orientera vers telle ou telle thèse. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, vous voyez bien que l'écrit, hein, de signalement comporte des rubriques. Hein, donc, il y a donc une trame à l'intérieur desquelles il faut, bien sûr, évaluer la situation de l'enfant. Alors, vous le verrez, dans ce travail, il y a bien sûr une anonymisation totale, hein, c'est-à-dire que on a enlevé évidemment tous les prénoms, tous les noms des enfants, on a enlevé tout le nom, toutes les institutions, on a enlevé tous les lieux de vie, hein, de façon à ce que même si l'enfant tombe un jour sur notre littérature, eh bien qu'il ne puisse en aucun cas évidemment se reconnaître.
Donc ça fait partie de la déontologie du chercheur que d'éliminer toute trace qui pourrait identifier l'enfant. Alors, rapidement, ici, on a le cas d'un enfant, d'un mineur, dont le père est violent, clairement. L'enfant a des ecchymoses. Et puis, il y a eu une deuxième information signalante à la suite d'un comportement un petit peu tendancieux d'une petite fille qui est en maternelle et qui mime une fellation sur la poupée à l'école. Et donc, le prof d'école a fait une information signalante qui s'est ajoutée évidemment au dossier. Donc là, on voit bien que derrière ça, il y a des normes, il y a des attendus, il y a des normes sociales qui doivent nécessairement être rappelées à la famille. Bon. Alors, on est donc sur un corpus de rapports éducatifs, c'est-à-dire finalement toute la mesure qui va être prise en considération. Et donc, ce qui est important, c'est que finalement, ces textes, ils vont superposer de la description, ils vont superposer le récit du parcours du jeune, et puis surtout de l'évaluation de la situation du mineur. D'accord ? Et le tout à travers la construction d'une argumentation en faveur d'une solution envisagée par le travailleur social. Donc on voit bien que finalement il y a 4 types de discours qui vont se mélanger et qui vont se superposer. Alors bien sûr, pour un linguiste, c'est du pain béni tout ça, parce que c'est exactement nous ce qui nous intéresse. Bon, alors, projet numéro 1, il a déjà fallu se familiariser un petit peu avec le jargon parce qu'on est dans un milieu professionnel où il y a beaucoup de sigles qui ne sont pas les mêmes évidemment que pour l'université. Donc chaque corps de métier a son propre jargon. Donc il a déjà fallu qu'on intègre aussi toute la temporalité de la procédure de signalement. Et puis... Alors, nous, ce qui nous a intéressé, c'était de travailler sur les catégorisations lexicales. Alors, par exemple, on a étudié les désignations. Effectivement, selon que le travailleur social va dire Marie, la jeune fille, la fillette ou la mineure, eh bien, on voit bien que les catégories lexicales et sémantiques qui sont utilisées ne signifient pas du tout la même chose. Donc, évidemment, la désignation, pour nous, est quelque chose de très, très importante. On s'est rendu compte aussi que c'est un type d'écrit dans lequel il y a l'expression très nombreuse d'émotions et d'émotions du travailleur social. Alors, est-ce que c'est de l'émotion ou de l'émotion feinte ? Donc ça, c'est évidemment toute la richesse que l'on a, puisqu'à partir du moment où on s'engage à travailler avec le service social, eh bien, on s'engageait aussi régulièrement à faire des restitutions. Donc 2 fois par an, on faisait des journées de travail, on exposait nos travaux et puis les travailleurs sociaux nous disaient voilà, oui, alors telle chose, non, ne pensez-vous pas que, etc. Et donc c'était évidemment une richesse, je pense pour tout le monde, mais à mon avis surtout pour les universitaires. Et là, je crois que ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire, de se confronter un petit peu à quelque chose qui ne touche pas à l'université. Parce que malheureusement, je crois que les universitaires ne sortent pas assez, ils ne vont pas assez sur le terrain. Alors voilà, on a énormément de traces d'émotions, donc si vous regardez, si vous lisez attentivement, bon, ce n'est pas forcément le but aujourd'hui, mais si vous lisez attentivement le dossier, vous verrez que le travailleur social fait preuve d'énormément d'émotions. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Comment est-ce qu'on raconte ce qui ne va pas ? Comment est-ce qu'on raconte un dysfonctionnement ? Comment est-ce qu'on raconte un problème ou une difficulté ? Donc là, dans les écrits, il y a énormément de difficultés et de problèmes. Comment est-ce qu'on les écrit ? Comment est-ce qu'on les désigne ? Ensuite, ce qui est important aussi, alors toujours dans les aspects lexicaux, on s'est rendu compte que finalement, la conclusion portait des éléments qui avaient une portée beaucoup plus généralisante, avec finalement un chapeau sémantique qui était beaucoup plus important que dans le dossier. Par exemple, dans le dossier, on va voir que le père s'adonne à l'alcool, que la mère est violente, que le grand frère est violent avec sa petite sœur, et le travailleur social va conclure en disant que c'est une famille dysfonctionnante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un travailleur social de conclure un dossier en disant que c'est une famille dysfonctionnante ? Donc voilà. Donc ça, nous évidemment, ça nous interpelle. On est vraiment sur la désignation, sur la manière dont on caractérise un problème.
Qu'est-ce que c'est qu'une famille dysfonctionnante quand on est dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance? De même, on a découvert évidemment de nombreuses choses. On a découvert aussi qu'il y avait une terminologie, une famille lourde. Donc une famille lourde pour la CAF, c'est une famille où il y a une famille nombreuse, et donc chaque enfant dépend des services sociaux. Donc ça s'appelle une famille lourde, c'est une terminologie de la CAF. Donc voilà, alors on a appris évidemment beaucoup de choses, mais on voit bien que là, on se limite uniquement au phénomène de désignation. Si on s'attarde un petit peu à la syntaxe, on s'est rendu compte aussi qu'il y a énormément d'énoncés concessifs. Toutefois, néanmoins, alors le père ça donne à l'alcool, toutefois, la maman est aimante. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement à partir du moment où il y a l'usage de cette concession? Alors est-ce qu'on nie le premier élément qui précède la concession ou est-ce qu'on met justement l'accent sur la seconde partie? Donc là c'est intéressant parce que c'est justement cet élément-là qui va nourrir la thèse que va défendre le travailleur social. Alors, de forts éléments négatifs, je passe dessus. Quelque chose aussi de très très présent. On a affaire à du discours d'emprunt. Je vous rappelle que l'objectif, c'est que les travailleurs sociaux essaient de retranscrire de manière le plus objective possible les dires de l'enfant. Donc, quand on a par exemple l'énoncé suivant, c'est une jeune fille. Cette jeune fille a pété les plombs. Cette jeune fille a pété les plombs, donc pété les plombs entre guillemets, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que péter les plombs? Hormis le fait que, voilà, une jeune fille qui s'est énervée, péter les plombs entre guillemets. Alors, le péter les plombs, est-ce que c'est la manière dont le travailleur social interprète le fait que la jeune fille ait pété les plombs véritablement? Est-ce que c'est véritablement la reprise qui a été verbalisée par la mineure? Donc vous voyez que ça c'est très important parce que tout ce discours d'emprunt, pour nous, est-ce que c'est le discours d'emprunt qui relève du discours du jeune ou est-ce que c'est une interprétation du travailleur social sur le discours qui est en train de se produire? D'accord? Bon, les routines professionnelles, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, première étape du projet, eh bien, c'était finalement d'essayer de circonscrire ce genre, de circonscrire cet écrit en tant que genre. Finalement, c'est quoi un genre? Eh bien, un genre, c'est un écrit, ce sont plusieurs écrits qui se rassemblent avec des caractéristiques formelles, scripturales, énonciatives, pragmatiques, semblables. Autrement dit, on peut reconnaître ce type d'écrit, on peut ramener ce type d'écrit à un genre à partir du moment où d'autres textes auraient les mêmes caractéristiques formelles, énonciatives, etc. D'accord ? Première étape, donc vous voyez que c'était vraiment pour débroussailler un petit peu ce champ qui était inconnu pour nous et qui néanmoins était important pour les travailleurs sociaux parce que finalement, les travailleurs sociaux ne se posent pas ces questions-là. C'est normal, ce n'est pas leur job. Et donc je me souviens vraiment de la première rencontre en disant « Ah oui, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on dit la jeune fille plutôt que la fillette ?» Et donc, évidemment, le travailleur social qui était l'auteur de l'énoncé, alors l'énoncé, voilà, c'est une production écrite, peu importe, ça lui a permis de réfléchir sur ses pratiques d'écriture. Et finalement, c'était un petit peu l'objectif de notre collaboration, c'est-à-dire de revisiter les pratiques d'écriture des travailleurs sociaux. Bon. Donc la notion de genre est très importante. Deuxième projet, on s'est dit, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler à partir des brouillons. Autrement dit, à partir du post-it, merci de rappeler tel numéro, jusqu'au rapport de signalement tel que celui que vous avez sous les yeux, eh bien, comment se passe en termes de génétique textuelle, c'est-à-dire quelles sont les pratiques d'écriture qui vont permettre d'arriver au travail, à l'écrit qui est en version terminale. Autrement dit, donc là on mobilise des théories linguistiques qui appartiennent à la génétique textuelle. Donc c'est un groupe du CNRS qui travaille là-dessus, donc qui travaille justement sur la genèse des manuscrits. Il y a justement une équipe de Brest, autour de Brest et Paris 3, les groupes de l'ITEM peut-être. Et donc on a repris finalement les quatre grandes catégories qu'avait proposé cette équipe de recherche, c'est-à-dire on a étudié les phénomènes d'insertion, de suppression, de déplacement et de substitution.
comment finalement on arrive à augmenter la production textuelle? Alors évidemment, il y a des ratures, il y a des suppressions, il y a des déplacements, hein. On va substituer des mots à d'autres. Hein. Et comment, dans l'économie générale des pratiques d'écriture, comment est-ce que ça va se présenter? Bon, alors je ne vous cache pas que les travailleurs sociaux étaient des gens très très sympas. Et vraiment, on leur a demandé vraiment une grande collaboration. Et vraiment merci, hein, parce qu'ils ont accepté des contraintes, je vous assure, qui n'étaient pas évidentes. Contrainte pour le travailleur social, à chaque fois qu'ils ouvraient le même dossier, il fallait qu'ils changent le nom du dossier en disant version 1, 2, 3, 4. Un dossier Alfred, version 1, 2, 3, 4. Parfois jusqu'à 25, 30 ou 40 versions. Donc pour un même dossier, on avait toutes les versions. De façon à voir la différence entre l'état 1 et l'état 2. Entre l'état 1 et l'état 24, par exemple. Donc là, voilà. Vraiment chapeau parce qu'ils ne nous ont jamais envoyé paître et ils auraient pu le faire. Bon, donc on constitue une équipe, notamment on demande des compétences informatiques là où on pensait qu'on allait en trouver. Pour faire des manipulations textuelles, donc on a développé un logiciel qui s'appelle Alongos, qui a pour but de travailler sur le suivi de rédaction. Alors voilà un petit peu la manière dont ça se présente. On a donc 23 rapports. 209 états, ce qui fait à peu près 300 000 mots. On a donc... non. Voilà. C'est bon. On a donc ici les fichiers tels qu'ils sont enregistrés dans l'ordinateur des travailleurs sociaux. Ici, les enregistrements. Deuxième phase, on a toujours les dossiers. Mais ici, il y a deux éléments. Pour passer de là à là, il y a deux éléments. On a anonymé les dossiers. D'accord ? C'est-à-dire on a enlevé toutes les informations qui pourraient être reconnues de la part de l'enfant. Et puis, on a enregistré tous les dossiers au format TXT, de façon ensuite à faire à ce que la machine puisse mouliner. Ça va ? Bon. Alors on arrive ensuite à un état. Donc là, vous voyez que c'est un dossier qui a 24 états. D'accord ? Et on voit bien, finalement, les éléments de progression textuelle. On voit bien que finalement, le premier, c'était on remplit les rubriques. Ensuite, deuxième, on supprime des rubriques parce que manifestement, elles ne convenaient pas au cas de l'enfant. Et puis, état numéro 3, on remplit. Bon, donc là, on voit bien que le logiciel nous permet d'aligner toutes les productions des travailleurs sociaux. Alors, on a donc un corpus qui est aligné, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est à travers un code couleur, de faire ressortir dans les textes tous les phénomènes d'insertion, les phénomènes de modification, les phénomènes de déplacement et de suppression. D'accord ? Puisque ce sont les 4 catégories qui sont travaillées par la génétique textuelle. Donc voilà un petit peu la manière dont ça se présente. Donc là, on a deux versions successives. On voit que entre la version, alors X et Y, puisque là, oui, ça a coupé, j'aurais dû faire attention. Donc là, on voit que dans la ligne 49, il y a eu une suppression. Et puis, on voit que dans la ligne 50, il y a eu une insertion, avec ici, évidemment, une augmentation, une insertion de texte. D'accord ? Donc là, on peut présupposer que on est sur une analyse de la situation de l'enfant. Je reviendrai tout à l'heure sur la construction argumentative qui nous intéresse. Bon, alors, on voit par exemple que pour chaque état, eh bien, on peut avoir ici le nombre d'opérations qui a été fait par ligne. D'accord ? Donc, la substitution, l'insertion, la substitution, l'insertion. Donc là, on est au début. Vous voyez, l'état 1. Évidemment, plus on va vers la fin, plus on est sur des procédures de réécriture. Et puis, là, on a finalement le total des opérations. Donc l'état 1, par définition, il n'y a rien. L'état 2, il y a 29 insertions. L'état 3, il y a 40 insertions.
l'état 4, il y a 46 insertions, donc bref, hein, il y a 24 états. Et au total, sur l'écrit du travailleur social, il y a donc 115 insertions, 14 déplacements, 36 substitutions et 23 suppressions. Donc vous voyez que pour nous c'est intéressant parce que maintenant on va aller chercher dans la matérialité textuelle ce qui a été déplacé, ce qui a été supprimé, ce qui a été inséré, etc. D'accord ? Et vous voyez bien que ça peut être très très utile pour les travailleurs sociaux parce que clairement ça leur renvoie à leur propre pratique d'écriture. D'accord ? Oui ? Bon. Alors, quelle régularité peut-on trouver ? Alors, vous voyez que là, on a un très bel exemple. Jade, alors bien sûr, les prénoms hein, sont autres. Jade a pu dire son sentiment d'être dévalorisée par son père, qui ne la comprend pas et qu'elle ne fera jamais les choses aussi bien à ses yeux. Donc, lorsque nous avons interrogé M. Pucheux, à ce propos, nous avons pu comprendre qu'il s'agit en fait davantage d'inquiétude de monsieur à l'égard de sa fille. Donc là, on est dans l'état 8. État 11, lorsque nous avons partagé ces inquiétudes de Jade avec monsieur Pucheux. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, finalement, plus on chemine vers la fin de l'écriture, plus il y a une recentration sur l'enfant dans le processus d'écriture. Alors là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on voit bien que on ne peut pas le prendre en considération si justement on ne passe pas par cette génétique textuelle. Donc là, cette opération, elle est extraordinaire. Plus on va cheminer vers la fin, on voit bien qu'on est sur un écrit qui est écrit, excusez-moi pour la répétition, à plusieurs mains. Il y a le travailleur social, il y a la contribution éventuellement du médecin de famille, la contribution d'un psychologue, la contribution d'un psychiatre. Et puis, il y a finalement la dernière patte du chef de service. Alors, le chef de service, il va peut-être corriger des petites coquilles, mais il va aussi écrire hein, et finalement montrer que parfois il est aussi le chef de service, donc il va falloir aussi réécrire un certain nombre de choses. Alors, est-ce que finalement cette recentration sur l'enfant, est-ce qu'elle est liée justement à la dernière réécriture, à la dernière relecture par le chef de service, ou est-ce que c'est finalement un processus d'écriture assez naturel qui a lieu finalement au cours de l'écriture par le travailleur social ? Donc là, c'est une question. C'est véritablement une question que l'on a soulevée aux équipes. Et finalement, cette recentration de l'enfant, il semblerait que cette recentration de l'enfant soit un processus naturel fait par le scripteur lui-même. Parce que finalement, le chef de service, il va travailler sur la cohérence et sur la manière dont le travailleur social va amener des éléments pour défendre une thèse. D'accord ? Alors la thèse, hein, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en gros les trois possibilités, hein, rappel à la loi, AEMO ou suppression de l'enfant dans la famille. D'accord ? Bon. Donc là, on se dit qu'on a quand même, on était quand même content de nous. On était content de nous. Alors bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais je ne vais pas vous embêter avec d'autres choses. Cela dit, on perd quand même beaucoup d'informations. On perd beaucoup d'informations entre deux enregistrements parce que finalement, quand on est au boulot, hein, eh bien, on est sur un dossier, on est interrogé, on est dérangé parce que le téléphone sonne, on est dérangé parce qu'un collègue vient, il se passe beaucoup de choses finalement entre le moment où on ouvre une session et le moment où on la ferme. Bon. Et ça, ce sont des éléments que nous n'avons pas. Parce que bien sûr, il y a un enregistrement qu'à la fin, c'est-à-dire qu'au moment où on ferme le fichier. Donc comment faire pour avoir finalement tout ce qui se passe véritablement hein, dans ces pratiques d'écriture ? Eh bien, ça a donné lieu au troisième temps hein, du projet. On a demandé aux travailleurs sociaux d'intégrer dans leur machine un logiciel, hein, une sorte de logiciel espion, qui s'appelle InputLog et qui permet d'enregistrer tous les mouvements de clavier. Alors là, c'est intéressant, parce que dès lors que vous n'êtes pas sur votre clavier, eh bien, ça n'enregistre pas. Donc on sait exactement le moment où vous répondez au téléphone, le moment où vous êtes dérangé par un collègue ou autre chose à faire. Donc là, on sait exactement
qui a écrit quoi, et surtout comment dans le processus d'écriture on est arrivé à écrire ce qu'on a écrit. Bon. Donc là, tous les mouvements de clavier sont enregistrés donc, pour que ça fonctionne. Donc c'était dans le cadre d'une deuxième ANR, donc on a eu 2 ANR avec ce projet-là. Dans le cadre de ce projet-là, donc on avait acheté des ordis aux travailleurs sociaux, et puis on les a formés à ce logiciel. Et surtout, on a essayé ensuite de calibrer la vitesse de frappe, puisqu'on n'est pas forcément égaux face à la vitesse de frappe. Donc on a calibré chaque scripteur avec voilà, une manière de frapper, de façon à ce qu'on puisse ensuite mélanger et que les données soient évidemment interprétables. Donc travail finalement d'une très grande confiance, parce que là pour le coup on voit vraiment l'intimité du travailleur social. Voilà, on est vraiment sur des informations qui sont à la fois professionnelles et privées, puisqu'on évalue la manière dont un travailleur social, enfin on évalue sa relation à l'écriture quand même. Et là d'une manière beaucoup plus précise que dans la première phase du projet. Bon, alors, qu'est-ce qui est important ? Eh bien, on a essayé de travailler dans un premier temps, parce que vous voyez bien que sur chaque dossier, vous avez une feuille de calcul, et donc sur la feuille de calcul, vous avez des centaines de milliers de formes qui sont analysées. Donc, on est sur un nombre incalculable de formes. Donc, il faut se centrer sur un certain nombre de choses, parce qu'on ne peut pas tout étudier. On s'est limité dans un premier temps au calcul de pause. Alors pourquoi est-ce que le calcul de pause était important pour nous ? Parce que on a essayé de considérer qu'en fonction de la vitesse à laquelle on écrit un certain nombre de choses, eh bien, il y a des routines professionnelles qui vont émerger. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui concerne le jargon professionnel, on va l'écrire très vite, parce que ce sont des automatismes de la langue, ce sont des automatismes d'écriture, pardon, pas de la langue, mais de l'écriture. Donc on peut présupposer qu'ils nous sont familiers, et donc on sait exactement où aller chercher sur le clavier. Et puis, il y a les moments où le travailleur social est en train de construire son argumentation. Alors là, c'est intéressant, parce que la temporalité n'est pas du tout la même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut croiser les pratiques d'écriture avec finalement la chronobiologie du travailleur social. Et puis, on est tout à fait en mesure de dire, voilà, tel travailleur social, il construit son argumentation entre 11h15 et 12h20. Par exemple, entre 9h et 10h, non. Il remplit des cases, il remplit des rubriques, mais véritablement la construction argumentative du dossier, elle se fait entre telle heure et telle heure. Donc là, c'est très chouette parce que c'était aussi un outil qui a permis aux travailleurs sociaux de comprendre leur manière de fonctionner. D'accord ? Bon. Donc ce projet est finalement très important parce que il a permis aux travailleurs sociaux de à la fois se connaître davantage, de faire finalement, de sortir de leur pratique professionnelle pour faire un pas vers la connaissance de la langue et sur le fait que selon les tournures utilisées, l'implication ne sera pas forcément la même et la construction argumentative en fin de dossier ne sera pas forcément la même. Donc voilà, des choses auxquelles le travailleur social, finalement, ce n'est pas son job de se poser des questions sur la langue. Son job, c'est d'essayer de construire quelque chose pour que l'État puisse subvenir à la protection d'un enfant dont on pense qu'il est en danger. Alors bien sûr que que son travail passe par l'écrit, mais là on voit bien qu'on est avant tout sur des préoccupations de linguistes. Finalement, qu'ils mettent la fillette ou la jeune fille, fondamentalement, ça ne va pas arrêter le monde. Mais on voit bien que derrière ça, il y a des catégories mentales qui ne sont pas du tout les mêmes.
On voit bien que derrière la fillette, il y a une catégorie, affective qui n'est pas forcément de bonne aloi dans ce type d'écrit-là, puisque l'objectif, c'est d'essayer de décrire de la manière la plus objective possible une situation d'un mineur. Bon, alors j'aimerais revenir sur finalement les apports des sciences du langage dans un projet comme celui-ci. Alors quelque chose qui n'est pas évident, elle montre que la collaboration entre l'université et la collectivité territoriale, est possible. Non seulement elle est possible, mais les collectivités territoriales le demandent. Donc il faut que l'on sorte sur le terrain, et puis finalement qu'on essaie de tendre la main vers nos collectivités territoriales, parce qu'elles ont du matériau, elles ont finalement une histoire sociale, il y a des situations sociales. Nous sommes linguistes, nous nous préoccupons à la fois du langage, mais aussi de ce que peut apporter le langage dans la manière d'améliorer le monde. Alors même si on n'est pas dans le monde de oui-oui, je crois qu'un linguiste est quand même préoccupé par la manière dont le langage peut changer le monde. Je crois que c'est quand même ce qu'il y a derrière tout linguiste. Sinon, je crois qu'on fait un petit peu fausse route, mais ça n'engage que moi. Alors ensuite, concrètement parlant, parce qu'on peut légitimement se demander à quoi sert une recherche comme celle-ci, quelque chose qui a été mis en place, c'était un programme de formation dans les instituts des travailleurs sociaux pour essayer justement de sensibiliser les travailleurs sociaux à la langue, à la manière dont le langage est important dans leur écrit. Vous avez bien deviné ce que j'ai précisé, que pour moi les sciences du langage servent à comprendre le monde, mais elles servent aussi à agir sur le monde. Et puis surtout, les sciences du langage permettent un décloisonnement de l'université. Je suis absolument convaincu que nous devons absolument sortir de l'université pour aller sur le terrain. Certains linguistes ne vont jamais sur le terrain. Alors voilà, quelques publications qui sont issues de ce travail. Voilà, donc le bouquin de 2008, l'analyse du discours et demande sociale, le cas des écrits de signalement aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Voilà, c'est peut-être une bonne entrée pour ceux qui souhaitent se familiariser. Le bouquin de 2012 est un peu plus ardu. Et l'article de 2013, voilà, on est vraiment sur un article de syntaxe et de lexico assez poussé. Donc voilà, on est sur des choses très très précises. Mais voilà, si ça vous intéresse, bien sûr, je peux vous envoyer tout cela. Voilà, j'en ai terminé.